C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. On fait le point dans cette édition. Après une journée de débat ce mardi, les principaux prévenus dans l'affaire dite présumé complot contre la sûreté de l'État, à savoir Olivier Bokor et Oswald Omeki, ont comparu pour la 5e journée du procès ouvert il y a une semaine. Suite à l'absence des avocats des principaux prévenus et conformément à l'article 312 nouveau du Code pénal, le procureur spécial a requis la poursuite des débats, des précisions dans ce journal. La Fédération béninoise de football s'est prononcée sur la situation de licence relative à la jeunesse sportive de Ouida et Gleroué United Sport. Vous suivrez dans quelques instants Clément Adeoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et fondé du groupe ESAE, qui s'exprime sur le sujet suite à la décision de la Fédération béninoise de football ainsi que son appréciation sur l'état du championnat national. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 janvier 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Comme il est de coutume à cette session hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point des décisions prises avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbechi. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes
une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou, avec une composante intégrant l'impact environnemental et social, ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025. S'agissant des mesures individuelles enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des marchés publics, M. Ludovic Guédié, secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation, M. Chabi Clément Worou, au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Directeur général du Centre national de sécurité routière, M. Ariel Sacramento. La place de l'Amazone de Cotonou fait l'objet de récentes rumeurs concernant une prétendue interdiction de son accès. À ce sujet, José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, a tenu à dissiper tout malentendu. Ceci à travers une déclaration faite ce mercredi 29 janvier 2025. On regarde. La population, principalement de Cotonou, mais en général du Grand Lukwe, ont constaté que Cotonou poursuit son programme d'embellissement. Et la place emblématique qu'il y a aujourd'hui, que tous les Béninois visitent, les Cotonouais et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazone, devant laquelle on se trouve, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons de la ville de Cotonou. Mais c'est d'abord une place publique ouverte à tout le monde pour des activités publiques et des activités et des fréquentations privées, si vous voulez. Vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé. Le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de droit pour y mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes, ce qu'on appelle les personnes morales, qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation. Il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. De même, les populations en général peuvent venir ici. Mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que les toilettes ont été construites. Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles, tant ici sur l'esplanade de l'Amazone que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Toutes ces places-là sont destinées à être
utilisé, valorisé par le public de Cotonou. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici, ceux qui fréquentent cette place, aient vraiment des gestes et des comportements éco-citoyens. En matière de gestion des déchets, il faut laisser la place dans la propreté où on l'a trouvé. Il ne faut pas faire ses besoins derrière les massifs floraux. Il faut aller aux toilettes. Les toilettes sont prévues, qui sont là. Tous ces éléments-là, et en plus je l'ai dit au début, il y a la sécurité qu'il faut. C'est ça qui va être généralisé. Et je voudrais vraiment insister pour dire que les pique-niques sont autorisés, les rassemblements sont autorisés, les activités de toute nature sont autorisées. Nous voulons que la place soit utilisée, valorisée. L'État l'a fait pour d'abord le peuple. C'est un rappel pour dire que la place est d'abord pour nous les Cotonois, nous les habitants du Grand Nopou, nous les Béninois et les étrangers qui nous visitent, et que cette place elle est ouverte à tout le monde dans l'un des environnements, sinon l'environnement le plus sécurisé de la ville. Merci. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, après une journée de débat ce mardi 28 janvier 2025, les principaux prévenus dans l'affaire dite présumée complot contre la sûreté de l'État, à savoir Olivier Boko et Oswald Omeki, ont comparu pour la 5e journée du procès ouvert il y a une semaine. Les mis en cause sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'un agent public, faux et usage de faux. Suite à l'absence des avocats des principaux prévenus et conformément à l'article 312 nouveau du Code pénal, le procureur spécial a requis la poursuite des débats. Au cours de ce procès, d'autres prévenus et plusieurs témoins ont fait leur déposition à la barre. L'État veut que les prévenus Olivier Boko et Oswald Omeki ainsi que Roch Nieri, Adjibekon Hugues et Gbagidi Corneille soient condamnés à la somme de 77 milliards de francs CFA pour tout préjudice causé à l'État. L'État béninois réclame également la condamnation à 10 millions au titre de dommages et intérêts de Hugues Adjibekon et de Corneille Gbagidi. Il est également demandé la saisie de la somme de 1,5 milliard de francs CFA retrouvée chez l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, mais aussi la saisie des biens connus ou non de Olivier Boko, Oswald Omeki et Roch Nieri. Après la demande de l'État béninois à travers son avocat, le ministère public a souhaité une suspension de l'audience pour une reprise demain, jeudi 30 janvier 2025. La Cour a donc accédé à cette demande du ministère et a suspendu l'audience. Dans un autre registre, l'armée béninoise a organisé une marche pédestre ce mercredi 29 janvier 2025 en hommage aux soldats tués lors de l'attaque au point triple à Banikwara dans le département de l'Aliburi. L'initiative émane du comité d'organisation de la classe 1994-1 et 2. À travers un communiqué, les organisateurs ont invité les forces de défense et de sécurité FDS disponibles et les familles respectives, les populations de Cotonou et environ à se joindre à eux. Selon le dit communiqué, la marche devrait prendre départ du Palais des Congrès à 7 heures précises. Après la marche, le comité prévoit deux autres activités pour le vendredi 31 janvier prochain. Il s'agit d'une séance de don de sang et d'une conférence publique sur l'éducation sexuelle, la santé mentale et le bien-être physique des personnes âgées, la planification des activités génératrices de revenus à la retraite et la valorisation des femmes des forces de défense et de sécurité. On poursuit cette édition le vendredi 17 janvier 2025. Le gouvernement béninois a instauré des règles inédites régissant le transport du charbon de bois et du bois de chauffage destiné à un usage domestique. Cette initiative menée sous l'égide de José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, a pour objectif de structurer la circulation de ces produits essentiels tout en encadrant leur consommation par les particuliers. Et pour comprendre le bien fondé de cette nouvelle règle, Quentin Amoussou s'est rapproché de l'environnementaliste Honora Agbotomé pour en savoir davantage. Suivez plutôt.
Je l'ai toujours dit que les gens ou bien les autorités ou les gouvernants ne se lèvent pas du jour au lendemain pour prendre des arrêtés, des décrets ou des lois. C'est au vu non seulement des conséquences ou des situations, ce que ça crée par rapport à l'environnement ou à la population que les décrets ou ces arrêtés ont toujours été pris. Vous devez vous rappeler que bon nombre, au niveau des forestiers, il y avait des tests où même ceux qui avaient même qui ont planté leur propre arbre, devraient avoir une autorisation avant de couper. Tout part de là d'abord. Ce n'est pas parce que c'est vous qui avez planté que vous allez vous lever, abattre ces arbres-là anarchiquement. Vous devez s'y aller. Et c'est pour cadrer un temps soit peu, c'est-à-dire préserver au moins ces ressources qui vraiment fait vraiment du bien dans le mode où nous nous trouvons, que les autorités prennent ces genres de décisions et autres là. Concernant l'arrêté interministériel, l'objectif était de structurer, donc encadrer un peu ces bois, donc énergie et autres là. C'est tout à fait normal. Je dis que c'est tout à fait normal que les gouvernants arrivent à prendre cette décision pour plusieurs raisons, pour moi. C'est vrai, ici, ils ont seulement stipulé ils ont uniquement parlé par rapport à la question du chauffage de l'énergie. Mais au-delà de ça, et comprenez que nous sommes des Noirs, des Béninois, et de par les Russes, pas beaucoup de choses, selon moi. Hein. Donc, quand on demandait aux gens cela, que même au Massi, ils peuvent aller à 5 ou à chose là, mais quel serait le profit que l'État allait tirer? La première question que je dis. L'autre chose, pour ce que je sais, même les 2 ou les 4 qu'on va les autoriser à transporter, les gens sont en mesure de prendre près de 10 à 5 parents là, à qui ils allaient confier d'aller transporter 5 fois 10, ça fait combien? C'est toujours pour échapper, non seulement à ce que l'État pourra tirer comme profit. Et comme chaque année, le 28 janvier marque la journée internationale de la protection des données à travers le monde. Cette journée vise à éveiller la conscience publique sur l'importance de la protection des données et du droit à la vie privée, tout en informant les individus sur le droit associé et la manière de les exercer. Qu'est-ce que la protection des données? Pourquoi est-il important de protéger ces derniers? Élément de réponse avec le juriste spécialisé en droit du numérique, Data Privacy, Alao Afid Adjassa. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. L'objectif de façon générale de cette journée internationale de la protection des données à caractère personnel, c'est de sensibiliser encore les uns et les autres aux défis de la protection de données et de la vie privée, et surtout d'informer les gens de leurs droits et de la manière dont ils peuvent les exercer. On parle donc de ce commerce qui se fait parfois à l'insu du citoyen sur nos attributs, tels que nos noms, nos prénoms, nos numéros de téléphone, notre temps de connexion en ligne, notre utilisation de Facebook, de TikTok. Lorsque nous nous connectons à ces plateformes, nous y laissons ce qu'on appelle nos données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations qui permettent de nous identifier, soit directement, soit indirectement. Et pour le citoyen lambda, il arrive qu'on nous demande souvent, mais écoute, j'ai été sur Internet, mais depuis, je ne fais que avoir des publicités des choses dont j'ai parlé ou bien que j'ai recherché quand j'étais sur ma page Google. Justement, c'est l'utilisation de données à caractère personnel qui vont faire que des offres commerciales ciblées vont vous parvenir à travers vos applications quand vous jouez vos jeux, à travers les divers usages que vous faites de Internet tout au long d'une journée. Donc, pour la personne concernée, pour le citoyen, c'est l'invitation à une meilleure prise de soin de ce qui lui appartient en tant que données à caractère personnel. C'est particulièrement la loi 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin, en son livre 5e, qui traite de la protection des données à caractère personnel, pose les grands principes de protection de données à caractère personnel
et met à la charge des personnes qui traitent ces données-là des obligations qui sont sanctionnées et censurées par une autorité indépendante qu'on appelle ici au Bénin l'autorité de protection des données à caractère personnel. À l'aide du numérique, la protection des données à caractère personnel, si on veut caricaturer, on dira que c'est une guerre qui oppose les techniciens, donc les innovateurs technologiques, aux légalistes, à ceux qui veillent aux données à caractère, à ceux qui veillent à la protection des droits et libertés des personnes individuelles. En cela, rapidement, les porteurs d'innovation regardent ceux qui sont des chantres de la protection de données à caractère personnel comme des empêcheurs de tourner en rond, des obstacles sur leur route. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. L'invitation qui est faite aux porteurs d'innovation numérique, c'est de veiller à ce que l'utilisation qu'ils peuvent faire des données à caractère personnel se fasse dans le respect de la législation, dans le respect des droits et libertés individuelles. Dans un autre registre, la forêt sacrée de Passé est un îlot forestier situé à Ouida, au lieu du Vaudou, dans le sud du Bénin. Elle abrite plusieurs divinités autour desquelles s'organisent périodiquement de grandes cérémonies rituelles. C'est aussi un musée à ciel ouvert qui accueille de nombreux visiteurs. Dans l'élément à suivre, Désiré Passenon, guide touristique, retrace au micro de Francis Ola Farami et de Jacques Marouillon d'Almeida l'historique de ce lieu emblématique et de la spiritualité et de la culture vaudou. Suivons plus. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt sacrée du roi fondateur de Ouida, le roi Passé, qui était disparu en 1661. Il s'est réincarné en un arbre. L'arbre que le roi s'est réincarné qui se fait ici une forêt sacrée. La forêt, depuis 1661, en 14e siècle, que la forêt existait. Mais en 1992, il y avait un festival des agricultures mondiales vaudou qu'on appelle Ouida 92. Une partie de la forêt est devenue musée où l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné avait pensé à ne pas oublier totalement Vaudou, qui a demandé au grand dignitaire Vaudou, dont mon père, Mithode Aho-Kwasenomédier, était là. Il a demandé une partie de la forêt où on peut faire et mettre les statues qui représentent les Vaudous au sein de la forêt. Il a choisi une partie que nous avons aujourd'hui, plusieurs statues, en plus des arbres sanctuaires qui sont dans la forêt, qui relatent l'histoire du Vaudou. Il y a toujours une partie qui continue toujours avec les cérémonies vaudou qui n'est pas permis à tout le monde, où les cérémonies vaudou se font de ce côté, le couvent, l'initiation, le vaudou se font jusqu'à présent. Où aujourd'hui, l'espace que vous voyez aujourd'hui dans la forêt qui est connu par tout le monde entier, je vais dire, parce que vous-même vous voyez tous ces tourismes, tous ces autochtones, tous ceux qui sont venus pour faire la fête du Vaudou des. En notre temps, maintenant que le gouvernement a fait une pensée à nos cultures endogènes vaudou, où nous sommes aujourd'hui en train de faire la fête du Vaudou des. Voilà, aujourd'hui tout le monde est là en train de regarder la danse des vaudous Gambada, la danse des vaudous Kokou, la danse des vaudous Rouvet, ici dans la forêt. Tant de monde. Je remercie beaucoup notre gouvernement, Monsieur le Président, d'avoir eu cette pensée sur notre culture vaudou. En Conseil des ministres, le mercredi 29 janvier 2025, le gouvernement a annoncé la reconstruction du stade René Pleven d'Akwakwa à Cotonou. Ce n'est pas trop tôt, s'exclament certains citoyens béninois. D'autres apprécient à grande valeur cette nouvelle entre souvenirs et émotions. Suivez quelques-uns ici au micro de Romaric Djissougoué. La reconstruction du stade René Pleven pouvait se faire depuis longtemps, parce que c'était le premier stade. L'incohérent. Pour sa rénovation maintenant,
à Cotonou, à part des stades particuliers, même là pour des, c'est tu vois un stade. Donc, le personnel, oui, c'est beau. Mais il veut sonner, lui donner une image pure, que ce soit un stade homologué. O ndagbe ta àwọn ẹyin bọ̀ mi yan blo ma yan. Do o mi me de ye ma ji lo kwe bọ̀ ẹ jì mí do gbèjì ẹ. Tẹ̀rẹ̀ ẹni lẹ wí mi lẹ́yìn ẹ̀. Bí mi lẹ́yìn ẹ̀ ní ibi bọ̀. Mi no da ẹ̀hún lè fún ẹ tàm. Bọ̀ di ẹgbẹ̀ di mi lé lè gbẹ bọ̀ mi lẹ́ na ìtura do. Ebi ya mi tàm. Ato mi no fan mi lẹ́wẹ̀ mu ato mu kontan de mu lè fún ẹ mi lẹ́wẹ̀ mu bobi ẹ mẹ́. Bọ̀ Ghana ne lẹ́wà do òbí àdókòrò kó àtọ̀ ètò àmì gbẹ̀nẹ́gbẹ̀. Ndagbe wẹ̀ do parce que ndagbe wa to mẹ́. Mbaro mmebi ton do parce que était blo. Bon était un gouvernement ne wai. Au gouvernement de voir mi tuno to mi ton si aso. Mbe do na blo. Mi do biba. Ene la rete je telen la dit telen na support. Il faut avoir une vision plus grande pour les années à venir, pour nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui, nous sommes plus que 13 millions d'habitants. D'ici quelques années, nous irons à 20 millions. Donc, il faut aller dans la zone de Calavi et Glo et trouver domaine et reconstruire ou bien construire un nouveau terrain de normes internationales qui va accueillir tous les matchs de notre pays. Et ce serait mieux que de voyager pour aller jouer à l'extérieur. Mais ni bon les bonions, mais prégola mais bien tu mais. Et à du quoi ton va ma baso toi. On to rien. Alors mi ton ayaga. Alors mi ton ayaga benen bivlo. Et puis on parle football à présent. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition. Le jeudi 23 janvier dernier, la Fédération béninoise de football a pris une décision mettant un terme à la situation de licence relative à la jeunesse sportive de Ouida et Gleroué United Sport. Au détour d'une interview, Clément Aléoti Adéchian, ancien vice-président de la Fédération béninoise de football et fondé du groupe ESAE, a commenté cette décision. Il a également profité de l'occasion pour donner son appréciation sur l'état du championnat national. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aneldo. Le président des Jacques et son comité a fini par la jouer fine, par la jouer intelligemment. Mais il y a longtemps que j'avais déjà prédit cette situation. Quand je parlais du football au début de l'année, qu'on ne peut pas continuer par laisser du politiquement incorrect semer la zizanie au sein du football béninois. On a laissé la situation perdurer des gens très amateurs qui ne comprennent rien du tout. On entaché la réputation de la ville du chef de l'État, Ouida, et avec un club quand même qu'on aurait pu entretenir correctement, où il y avait quand même des mécènes qui mettent beaucoup de moyens, mais qui, parce qu'ils ont oublié de payer un joueur étranger qui a porté plainte à la FIFA et qui les a sombrés jusqu'à présent. Mais c'est ce que ça fait que lorsqu'on n'est pas intelligent et autour d'un idéal commun que nous devons porter. Et c'est ce que ça fait également qu'on n'est pas passionné et qu'on tient le fait quand même. Et c'est surtout ce que ça fait qu'on ne se fait pas bien entourer. Et je crois que la leçon, elle coule de source. La leçon sera retenue parce que désormais maintenant, les GUV ou les WIDAFC comprendront très bien que dorénavant, lorsque vous voulez être responsable de club, il faut vous faire totalement bien entouré et il ne faut pas jouer avec ce qui est sincère, ce qui est sacré et ce qui est du domaine du professionnel. Et c'est ce qu'ils ont fait à Ouida. Et ça me fait de la peine, je dis encore, parce que ça nous a mis inutilement sous le feu de la rampe, ça nous a mis inutilement sous pression, ça a fait perdre du temps, ça a failli casser la crédibilité de la fédération, parce qu'il y a longtemps que les commissions ad hoc de la fédération ont rendu la décision que finalement la fédération a confirmé, le Blaise a confirmé. Ça a failli diviser tous les camps. Mais finalement, ils ont pris la bonne décision. Et moi, je suis peiné parce que ceux qui ont créé cette forfaiture sont toujours là. Certains sont encore
dans les bureaux exécutifs de la fédération, je crois qu'il va falloir les extirper pour que définitivement chacun reconnaisse qu'il faut payer le prix de sa forfaiture. On peut quand même reconnaître, comme je le dis, que le championnat béninois a beaucoup progressé. Vous l'imaginez par vous-même. Coton, 3 fois champion, qui se retrouve pratiquement aujourd'hui 3e ou 4e, 5e déjà. Ah oui, effectivement, du groupe, le groupe B, le groupe des équipes qui jouent au sud, 5e. Et à la phase aller, même si tout change à la phase retour, parce qu'on a déjà vu les Dragons, les saisons antérieures finir la phase aller toujours en tête et puis sombrer plus tard dans le ventre mou de classement et à la phase retour. Alors, mais il faut reconnaître quand même que pour ce que nous connaissons des Dragons de Lomé, pour ce que nous connaissons de leur histoire, parce que c'est le club le plus titré du Bénin, c'est le club le plus connu sur le plan continental pour ce qu'ils ont fait. Les plus anciens s'en souviendront encore de cette demi-finale contre Gomaya du Kenya, où on a été trahi par un certain Peter Rufai. C'est notre dragon à nous, ça. Et que les Bordeaux-Nouviens, autour du président de Jacques et tout le reste, se mobilisent enfin pour nous produire une équipe à la hauteur de ce concept des Dragons. Alors, quand vous allez dans le groupe A, le groupe avec les clubs du Nord, c'est pas facile. Ils sont très combatifs, ils sont très athlétiques et aujourd'hui, ils ajoutent la puissance à la technicité. Ce qui fait que vous les avez vus, sur les 8 clubs qui doivent se retrouver pour constituer la Ligue 1. Plus tard, vous avez au moins 4 clubs du Nord à l'intérieur. Et là encore, après le 9e, le 10e et le 11e, immédiatement, c'est encore 3 clubs du Nord que vous voyez là. Ça signifie que le championnat du Bénin aujourd'hui est très équilibré. L'Auto Popo, qui devait quand même tenir la dragée, maintenir le Lampillon éclairé dans cette poule, se recherche pratiquement la 8e place. Le Dynamo d'Abomey également. Nous avons des surprises comme Espoir de Savalou. J'aime bien quand même cette équipe, sa constance depuis 3 ans. D'ailleurs, ils m'épatent. Ils n'ont pas de grands moyens, mais c'est des gars qui jouent avec les tripes. J'aime bien ce peuple-là quand il est déterminé d'aider quelque chose. Et nous l'ont prouvé encore. Et lors de leur participation à la Coupe d'Afrique, à la Coupe CAF, ils sont passés, ils ont éliminé les Nigérians. Ils sont passés le premier tour. Ils sont tombés sur plus fort. Quand on tombe sur les Maghrébins, surtout nous qui avons joué déjà et Racing Club de Berkane, on connaît ce que ça signifie. C'est une foudre inarrêtable. Donc, cela ne peut que se passer ainsi comme cela s'est passé. Mais c'est un bon club, quand même, très bon club, les Daguerres. Je les admire beaucoup pour ce qu'ils font. Et le championnat est très serré, comme je vous le dis. Et j'aime bien ce qui se présente, ce qui se passe. Et la deuxième partie du championnat va nous donner encore beaucoup plus de surprises. Parce qu'en ce moment, maintenant, ça va se jouer très compliqué parce que des clubs vont tomber en 2e division. Et certains iront en 3e division. Hors de nos frontières, pour finir cette édition, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, ainsi que 3 membres de son gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, celui de la Justice, Carlo Nordio, et le secrétaire d'État délégué à la sécurité, Alfredo Montavano, font l'objet d'une enquête ouverte par le procureur en chef du parquet de Rome pour complicité et détournement de fonds publics dans le cadre de l'expulsion du chef de la police judiciaire libyenne. Incarcéré à Turin le 19 janvier dernier, en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis la veille, Oussama al-Masri Najim a été rapatrié à Tripoli. Une affaire qui éclate dans un contexte d'opposition où de nombreux magistrats sont contre le projet de réforme de la justice dont la pierre angulaire est la séparation en juge et précurseur en Italie. Quant à l'opposition, Giorgia Meloni reproche à l'exécutif son mandat total de transparence, son manque, autant pour moi, total de transparence. D'autant que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui devraient s'expliquer aujourd'hui devant le Parlement sur le cas du commandant libyen, ont donné forfait. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.